Les moteurs, ils sont essentiels aux avions pour avancer. Sur nos avions, il en existe trois types. Les moteurs à piston, comme dans votre voiture, les turbomachines, qu'on retrouve surtout sur les avions commerciaux, mais aussi les statoréacteurs que l'on retrouve exceptionnellement. Tout d'abord, les statoréacteurs. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des moteurs qui n'ont pas de partie mobile. La grosse contrainte de ces moteurs, c'est qu'il faut avoir une vitesse proche de Mach 1 pour les démarrer. Ils sont donc très peu utilisés, excepté sur certains missiles. Maintenant, les moteurs à piston. Ce sont eux les plus utilisés sur les avions légers. Les moteurs utilisés ont 4 temps. Un premier temps d'admission, le mélange air-essence est admis. Un temps de compression, le mélange est compressé, la pression d'air augmente. Il y a l'explosion, le piston redescend du fait de la pression de l'explosion. Et finalement, l'échappement, les gaz brûlés ressortent. Et ce cycle recommence. Les différents éléments qui constituent un moteur sont tout d'abord le vilebrequin. Il assure l'entraînement entre l'hélice et les pistons. Le mélange air-essence, comment est-il admis? Il est admis de 3 manières. D'abord, les systèmes d'injection. Les systèmes d'injection directe et indirecte. Injection directe, l'air rentre par une soupape et le carburant est directement admis grâce à un injecteur dans le cylindre. Les systèmes indirects, avant le cylindre, l'air et l'essence sont mélangés. Pour finir, nous allons parler du dernier système, le système le plus utilisé sur les avions légers, c'est-à-dire le carburateur. Le carburateur est de nos jours plus utilisé sur les voitures modernes. Mais en avion, il est encore très utilisé. Il permet d'assurer le mélange air-essence en amont du cylindre. L'essence arrive du réservoir de carburant que l'on purge le matin afin d'éviter que de l'eau s'accumule dedans. 2 pompes entrent dans ce circuit. Une première pompe électrique. Cette pompe électrique permet de gaver le moteur. On l'utilise lors du démarrage et lors des phases de décollage et d'atterrissage. Et une pompe mécanique qui marche constamment, qui est reliée au vilebrequin du moteur. Et celle-ci fonctionne tout le temps et elle assure toutes les phases de vol. Le problème du carburateur, c'est qu'il marche grâce à un effet Venturi. Cet effet Venturi a pour conséquence de refroidir l'air. Jusqu'à 25 degrés, il faut utiliser un système appelé réchauffage carburateur, car sinon on risque de givrer. Si le carburateur givre, il y aura de la glace qui se formera et le moteur s'arrêtera. Pour éviter ce problème, on utilise un système appelé réchauffe-carbu. Comment cela se passe? Dans le cockpit, on tire une manette. À partir de ce moment-là, l'air rentre par ce tuyau-là. Elle passe autour du pot d'échappement, puis ressort pour aller dans le carburateur. Ainsi, l'air admis, qui peut être aux alentours de même 25 degrés, ressortira à 50 degrés. Il n'y a donc plus de risque de givrage, car dans le carburateur, un air qui est à 25 degrés va descendre aux alentours de 0 degré. Il est donc très important de réchauffer l'air admis dans le moteur. Le mélange air-essence évolue en fonction de l'altitude. Quand l'on monte, l'air perd de la pression. Il faut donc diminuer la quantité d'essence apportée. On utilise pour ça la commande de richesse. On va appauvrir le mélange, diminuer la quantité d'essence afin de rester à une consommation optimale de carburant. Pour allumer le moteur, on utilise des bougies. Sur les avions, il existe 2 bougies par cylindre. 2 raisons. Tout d'abord, améliorer le rendement, mais aussi améliorer la sécurité. Ces 2 bougies sont alimentées par un système indépendant. Chaque avion est équipé de 2 magnétos. Une magnéto alimente les bougies du haut, une magnéto alimente les bougies du bas. Le gros avantage de ce système, c'est que même si on coupe la batterie, qu'on coupe l'alternateur de l'avion, le moteur continue de tourner. Le moteur est indépendant. Nous allons maintenant parler des turbomachines. Il en existe 3 types. Les turboréacteurs, les turbopropulseurs et les turbomoteurs. Chaque système a un élément en commun. Nous avons tout d'abord un compresseur à l'avant. Il s'agit d'ailettes qui tournent. Derrière, nous avons
la chambre de combustion, ici. Le kérosène est admis dans le moteur, il brûle. À la sortie, on retrouve une turbine qui est entraînée par le mélange, par l'explosion. Cette turbine fait tourner le compresseur et ainsi le cycle tourne perpétuellement. Les premiers moteurs étaient composés que de cela avec une tuyère à l'arrière. Les systèmes ont petit à petit évolué. Les turboréacteurs à double flux sont apparus et permettent d'optimiser la consommation. À ce moment-là, on retrouve un fan à l'avant de l'avion. Ce fan est entraîné par des turbines situées après la turbine qui permet d'entraîner le compresseur. C'est le système que l'on retrouve sur les avions de ligne. Nous allons maintenant parler des turbopropulseurs. Il n'y a pas de fan, on l'enlève donc. La tuyère est remplacée par un simple échappement. Et à l'avant, la turbine située derrière la turbine qui entraîne le compresseur, celle-ci entraîne une hélice reliée à un réducteur. Et donc devant, nous trouvons une hélice. Pourquoi un réducteur? La turbine peut tourner à plus de 10 000 tours minute dans certains cas, rare, mais elle tourne très vite. Une hélice ne peut pas dépasser 2000, 3000 tours minute, car sinon elle dépasse le mur du son et elle ne résistera pas. La turbine arrière est séparée du premier corps. Elle se situe dans le prolongement et celle-ci entraîne un arbre de transmission qui part entraîner une boîte de transmission qui finalement entraîne le rotor de l'hélicoptère. Nous avons ainsi vu les trois types de turbomachines. Les turbomoteurs sont principalement utilisés pour les hélicoptères. Les turbopropulseurs par les avions qui vont à une vitesse inférieure à Mach 0,6, Mach 0,7 et les turboréacteurs pour les avions qui vont plus vite que Mach 0,6, Mach 0,7. Bien sûr, quelques exceptions existent et on peut très bien faire voler un turboréacteur à une vitesse beaucoup plus faible, c'est-à-dire Mach 0,2. Nous allons maintenant parler un peu plus précisément des hélices. Les hélices, il existe des monopales, on les trouvera très peu car c'est très contraignant au niveau des contraintes, on peut presque les oublier. Principalement, on trouve des bipales, des tripales, des quadripales. On va dire que les principales, ce sont de 2 à 8. 2 sur les petits avions, 8 sur les plus gros. Vous pouvez voir un exemple de bipale, un exemple de tripale. Certaines hélices sont à pas fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier le calage de l'hélice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tourner la pale sur elle-même. D'autres sont dites à pas variable, c'est-à-dire que l'on peut faire bouger les hélices. On peut les mettre en drapeau. Quand elles sont en drapeau, elles n'ont plus de résistance aérodynamique, c'est-à-dire que leur angle de calage est environ égal à 90 degrés. Cela permet d'arrêter le moteur en vol. Sur une hélice à pas variable, on parle de petits pas et de grands pas. Le petit pas est utilisé pour le décollage, le grand pas est utilisé pour la croisière. Le grand pas permet d'aller plus vite, mais dégrade les performances de montée, contrairement au petit pas qui permet d'aller moins vite, mais augmente les performances de montée. Le rendement d'une hélice est défini par le rapport de la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Vous m'avez entendu parler de fan, de compresseur et de turbine. Le fan, c'est le gros ventilateur visible sur les moteurs d'avions commerciaux. Le compresseur, c'est une suite de ventilateurs. Ce mécanisme est entraîné par la turbine. Cela ressemble à un moulin à eau.